Au Mali, le président Ibeka annonce un débat national pour dégager des solutions à la crise sécuritaire. On ira aussi en Côte d'Ivoire où le président Ouattara dit qu'il sera candidat si Bédié et Gbagbo le sont également. Nous évoquerons enfin deux sujets sur le Togo. On parlera de l'inscription des Togolais de l'étranger. On fera le bilan là-bas et puis on parlera de la révision des listes électorales au niveau local. On évoquera donc les 24 heures de prorogation pour voir si cela peut avoir un impact, en tout cas sur l'affluence autour du plateau. Ce soir, Chris Sega de Express Info. Chris Sega, bonsoir. Bonsoir, mon cher Niaoui. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et à vos côtés, Dimas Dikodo de Forum de la Semaine. Bonsoir, Dimas. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Et quelqu'un qui signe son grand retour sur le plateau, Jean-Luc Assiakole. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir, Samuel. Bonsoir aux confrères. Et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New York. Il faut que je le dise déjà, votre absence, ce n'est pas de ma faute. Ah ouais, c'est ce que j'allais demander, moi. Si ça provenait de... Non, du tout. D'accord, on commence tout de suite avec le Mali. Dans un message diffusé samedi soir à la télévision, le président Ibeka a annoncé le lancement officiel le 14 décembre prochain d'un débat national pour tenter de dégager des solutions à la crise non seulement sécuritaire, mais multiforme à laquelle le pays est en proie depuis des années. Responsables et experts conviennent qu'il n'y a plus d'issue au conflit du Sahel par la seule force des armes, mais sans action politique, alors que se propagent les djihadistes et les violences qui ont déjà fait des milliers de morts. 2 gendarmes ont été tués par balle dimanche dans une attaque menée contre leur poste à Ménaka par 4 djihadistes, dont 2 à moto, a annoncé un porte-parole du gouvernorat, Paul Ben. Cette crise, disons-le, on ne peut pas véritablement parler de volte-face, mais quand même, cette option aujourd'hui d'un dialogue, est-ce qu'elle va plutôt faire avancer les questions sécuritaires au Mali? Ben, oui, je crois, parce que vous savez, nous sommes arrivés au Mali dans une situation telle que l'enjeu sécuritaire est devenu un enjeu national. Et c'est comme ça que ça se passe généralement. Lorsque vous avez un pays est confronté à des situations aussi inextricables que celle-là que nous sommes en train de vivre au Mali, il faut faire tontine de tous les cerveaux, afin de toutes les volontés pour réfléchir à la chose. L'enjeu est national et vous savez, la crise sécuritaire entraîne en principe toutes les crises, la crise économique, crise sociale, etc. Parce que sans la sécurité, rien ne marche, parce que les gens ne peuvent pas sortir pour vaquer à leur occupation, les gens ont peur, l'école ne marche pas, l'éducation est pas ricochée. Et je crois que la crise, le Mali traverse une situation très difficile. Il faut qu'il y ait un sursaut national pour peut-être venir ou bien prendre des décisions difficiles pour parvenir peut-être à ramener la paix dans cette partie du continent. Je ne pense parce pas. Que oui. Non, je vais tout de même terminer. Tout de même, parce que il faut toujours. Si c'est un souhait, c'est bon. Non, de toute façon, on ne peut pas dire que les gens ont tort de vouloir se mettre ensemble pour réfléchir. Pour réfléchir, ben, on ne va pas être aussi pessimiste que ça. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Je suis optimiste face à cette situation que lorsque des situations comme ça prévalent dans un pays, il faut s'asseoir pour réfléchir. Comme ça, ceux qui généralement se mettent à l'écart pour pointer du doigt le pouvoir central vont aussi apporter ce qu'ils ont comme solution. Et comme ça, on va réfléchir et confronter les différentes positions et voir si on peut dégager une ligne médiane pour faire face à cette crise-là. C'est en tout cas mettre chacun face à sa responsabilité. Je crois qu'il est plutôt question de cela pour que chacun prenne ses responsabilités face à cette crise. Les leaders de l'opposition prendront leur responsabilité en tant que des contenteurs du pouvoir, et puis les autres aussi qui sont aux manettes pour dire que ben voilà, nous avons essayé, nous avons appelé tout le monde et pour que nous puissions réfléchir. Je crois que le Mali est dans une situation telle que si c'est ailleurs, que ce soit par exemple même dans les pays de démocratie avancée, c'est comme cela que ça se passe généralement. Lorsque le pays est confronté à des crises sérieuses, on met à côté le parti, l'idée, l'esprit du parti
pour ramener tout le monde autour d'une table pour réfléchir à la chose. Dimas, de toute façon, ce qu'on a constaté dans le cas malien, c'est que la force ne règle pas le problème. Bon, c'est pas que le Mali n'a jamais tenté le dialogue. Il y avait eu beaucoup de rencontres, d'approches depuis le temps de Blaise Compaoré jusqu'à son départ et après. Bon, une assise nationale, peut-être, c'est ce qu'on n'a pas encore tenté. Mais le problème, c'est que le Mali est victime des recherches de son sous-sol et que la crise que vit le Mali... La stratégie de complot que les gens... bien sûr, et c'est vrai aussi. Vous avez une fois vu des hélicos survoler une nuit? La nuit? Non, les hélicos ne volent pas. Ne volent pas la nuit. Non, mais pourquoi ça vole la nuit? Et à Razmot, hein? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que simplement, on veut échapper à quelque chose. On veut échapper au radar officiel. Vous voyez? Parce que si vous voulez être dans le champ du radar, des radars, vous allez voler à une altitude pour vous faire repérer sans problème. Et ça veut dire que vous êtes officiellement du côté de l'officiel. Vous voyez? Mais quand on veut échapper à tout ce qui est radar officiel, on vole Razmot pour pouvoir échapper à tout contrôle, à toute surveillance du territoire. Et voilà ce qui devait arriva. On ne peut pas nous prendre pour des cons pour nous dire qu'ils volent à une basse altitude jusqu'à se faire... quoi. Ça veut dire qu'on n'arrive même pas à les guider. Puisqu'ils échappent à tout contrôle de radar. C'est pour dire que le complot extérieur dont on parle est réel. Il y a des faits qui prouvent cela sur le terrain. Bon, maintenant... Seulement, ce n'est pas de ça qu'il est question, je crois. Oui, mais il est question de la violence là-bas. Oui. Il est question de comment des solutions à y apporter, c'est ça, non? Et nous disons que ceux qui entretiennent, ceux qui pensent pouvoir apporter des solutions, c'est eux qui entretiennent plutôt cette violence-là là-bas. Vous avez écouté, donc, en tout cas, en fin de semaine dernière, le général Lecointre, chef d'état-major de l'armée française, interrogé sur Radio France Internationale, qui a dit que le chef militaire qu'il est, qui perd des hommes sur le terrain, ne peut pas accepter cette thèse-là, de dire qu'il va accepter de perdre des hommes pour ses considérations de recherche, de richesse. À qui dit ça? À qui dit ça? Il veut faire avaler cette pilule à qui? Les guerres qu'on déclenche, c'est pourquoi? C'est pas pour des visées économiques et tout ça là. Quand ils font la guerre, ils perdent des hommes là-bas, en Orient. C'est pas pour le pétrole et tout ça là. Je crois quand même que Dimas est un peu omnibulé par cette thèse de... Non, c'est pas question d'être omnibulé. Moi je pense que il ramène finalement toutes les questions à ça. Mais c'est une question de réalisme. Non, la question qu'il pose quand même, c'est à quoi va servir les assises qu'on est en train de comprendre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que ça peut être je dis simplement que la crise que vit le Mali lui est imposée de l'extérieur. Oui, comment trouver une solution à cette crise? Seront nationales. Oui. On va mettre de côté ces dirigeants. Quand ils viendront, ils vont dire que nous sommes venus pour vous séparer et vous vous battez entre vous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non, je dis que c'est bien de le faire, mais ça ne va rien donner. C'est tout ce que je dis. Alors, je dis que ça ne va rien donner. C'est ça. Aussi longtemps que ce serait imposé de l'extérieur, toute solution interne serait vouée à l'échec d'avance. Parce que s'il n'y a même rien comme complot externe, au moins les armes que les rebelles utilisent, c'est eux-mêmes qui les fabriquent. D'accord. C'est au Mali qui les achètent. Jean-Luc, le président malien dit, nous devons saisir l'opportunité offerte de la mise à plat et du diagnostic profond. C'est-à-dire pour lui, à travers ce dialogue, c'est comme on remet les compteurs à zéro, tout le monde vient déverse ce qu'il a de mauvais, comme le disait Chris tout à l'heure, ce qu'il reproche à la gouvernance, et on repart sur de nouvelles bases. Oui, je crois que cela en soi n'est pas une chose mauvaise. Hein. Que les Maliens se retrouvent pour discuter des problèmes du Mali, c'est une très bonne chose. Et comme le disait Chris tout à l'heure, ils ont besoin quand même de pouvoir s'asseoir pour que ceux qui peut-être ont des idées, ont des solutions, puissent quand même aussi les apporter. On va quand même pas mettre de côté les Maliens pour vouloir peut-être régler le problème à l'extérieur. Mais ce que dit également Dimas est aussi fondé. Aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui se passe, que ce soit au Mali, ailleurs, c'est parce que nous sommes victimes de nos richesses. C'est parce que l'Occident veut peut-être spolier ou faire main basse sur nos richesses qu'il crée ces guerres-là.
Parce que là, tu te poses la question de savoir, ces rebelles-là, ces djihadistes, ils trouvent les armes où? C'est des armes sophistiquées qu'ils ont. Ils les trouvent où? C'est ça la question. Ils trouvent ça en Libye. C'est un exemple. Si les Maliens doivent se retrouver, c'est une bonne chose. Mais moi, j'estime, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut peut-être une assise sous-régionale, permettre aux Africains, ces pays concernés, ou tous les pays qui sont concernés par cela, par le terrorisme, puissent se réunir et arriver à trouver des solutions pour contrecarrer ce qui est en train de se passer. Et je crois que nos chefs d'État aussi ont leur responsabilité dans cette histoire. Le fait de se laisser comme valet de la France, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Il faut aujourd'hui que les Africains prennent conscience et qu'on sache que nous avons un continent qui est très riche et qui peut dépasser l'Europe, les États-Unis, si on le veut. Alors, que faire? Il faudrait se mettre ensemble, discuter et sortir de l'ornière. Chris, on se rappelle aussi, c'est vrai que le président évoque le dialogue national, mais il y a déjà eu les accords d'Alger, si je ne m'abuse, ça n'a rien donné. Oui, justement, je crois que c'est le moment de faire le bilan de cet accord-là, justement. Parce que vous vous rappelez quand même qu'entre-temps, le président malien dit que ces accords-là doivent être retouchés parce que pour les adapter aux nouvelles données c'est ça le problème. Oui, c'est le crime de lèse-majesté. Voilà. Donc, je crois que, vous savez, généralement, lorsqu'un pays est en crise, il se trouve toujours ces esprits malins-là pour dire qu'eux, ils ont la solution toute faite. Et ce sont eux, généralement, qui crient plus fort que les autres. Mais je crois que ces assises-là vont permettre quand même à ceux qui sont si prétentieux de venir dire quelle est la potion qu'ils possèdent face à cette crise-là pour qu'une fois on ait quand même un peu d'accalmie sur les zones. Ce qui est constatable aujourd'hui sur les zones au Mali, c'est qu'il se trouve des gens pour dire que, eux, ils ont la solution, ils ont fait des propositions et surtout que les élections vont s'amener et dire que, ce sont eux qui ont la solution et prêcher, plutôt pêcher dans cette eau trouble. Et je crois qu'il n'y a pas mieux que ces assises-là pour faire le bilan de la situation et voir où en est-on avec les accords. Aujourd'hui, est-ce que ces accords-là sont encore adaptés à cette situation-là? Parce que vous savez, il y a une nébuleuse de terroristes sur le terrain. Est-ce qu'il faut faire entrer encore d'autres qui, entre-temps, étaient des dissidents par rapport à cet accord-là? Est-ce qu'il faut les ramener à la table? Est-ce qu'il faut discuter avec ceux-là qu'on appelle les terroristes qui, on ne sait pourquoi, on ne sait aujourd'hui pourquoi ils prennent des armes contre le Mali? Peut-être déstabiliser le Mali. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui passer par ces voies-là pour venir au pouvoir? Ce n'est pas évident. Lorsque les terroristes sont rassemblés pour créer leur en Syrie, pour créer leur califat en Syrie, une fois qu'ils étaient rassemblés, ils étaient devenus des fois faciles pour des attaques internationales, justement. Et je crois qu'aucun terroriste aujourd'hui n'a envie de prendre quelque part le pouvoir pour s'exposer et attirer la foudre des Américains, par exemple. Mais alors, c'est vrai, là, je rejoins un peu ce que Diman disait tout à l'heure, qu'il y a forcément... Non, je le rejoins, c'est que moi, je ne fais pas une fixation sur ce complot-là, mais je voudrais bien rester dans le thème, dans le siège de la question qui est posée. Peut-être que ça fera un autre débat, que nous parlons un jour de ce complot-là. Alors là, nous apporterons les arguments. Mais aujourd'hui, je dis qu'il faut marquer une pause pour reconsidérer peut-être les accords, voir dans quelle mesure ces accords-là peuvent être réadaptés, voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette crise aujourd'hui, les terroristes, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils veulent, je vais le bilan. C'est tout ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que le mot complot, oui, on peut en débattre, hein. Ça peut ne pas être un complot en bonne et due forme pour pouvoir déstabiliser le Mali. Non, c'est pas là c'est que les Français peuvent faire aussi le service minimum. C'est des gens qui veulent simplement piller les richesses du sous-sol du Mali. C'est tout. Et donc, complot, oui, peut-être pas contre le régime politique du Mali, pas contre l'organisation administrative et politique du Mali, mais c'est simplement contre les richesses du Mali. Et c'est ce que nous vivons au jour le jour. Les armes, le commerce d'armes n'est pas un simple commerce où tu peux aller acheter du picha
au Ghana, revenir, dédouaner simplement et revenir ici. Les industries d'armes sont détenues par les États et leur commerce est régi par un système des lois strictes qui oblige le dernier mot, qui oblige les commerçants à avoir le dernier mot de leurs États, de leur pouvoir politique avant de les livrer. Mais les armes qui circulent dans ces zones où on parle de rébellion ou de quoi là, de djihadistes et autres là, ces armes sont fournies par qui? On ne va pas nous dire que c'est uniquement les armes qui étaient rentrées dans la voilà, comment je peux dire, qui se sont éparpillés suite au déclin du régime Kadhafi. Non, il n'y a pas que les mêmes armes. Je sais que quand même la Libye offre quand même de l'espace pour faire entrer des armes d'ailleurs aussi. Non. Ce n'est pas forcément les armes laissées par Kadhafi. C'est un État déliquescent, c'est un État qui n'existe pratiquement pas. Le problème d'entrée d'armes, ce n'est pas là le problème. Oui, ces armes-là viennent d'où? Qui sont ceux qui font entrer ça? Pas le Libye. Non, pas la Libye plutôt, excusez-moi. Ce n'est pas forcément les Français, ça peut être aussi les pays de l'Est qui ont envie de faire fleurir leur industrie d'armes. Jamais. Et généralement, les armes les moins chères justement, sont commercialisées par les pays. Je suis formel et catégorique. Je suis formel et catégorique. Je vais terminer rapidement pour dire que... Je parle avant qu'on aille à la pause aussi. Est-ce que la principale difficulté pour ce dialogue national ne sera pas de faire asseoir les gros bonnets de la crise même autour de la table? L'accord d'Alger n'avait pas réussi ça. Bien sûr, parce que là, ils vont se retrouver entre eux, mais il n'y aura pas ceux, en fait, qui doivent permettre à ce que cette crise puisse finir là, à cette assise-là. Et donc là, c'est là où, quelque part, Dimas aura peut-être raison en disant que ça ne servira à rien. Oui, on ne peut pas le dire. Ceux-là ont-ils vraiment envie que la crise finisse? Parce qu'il y en a qui prospèrent dans la crise. Justement, c'est là en fait le problème. Il y en a qui prospèrent dans la crise et ne voudraient pas voir cette crise terminée. Ces gens se font de l'argent énormément de cette crise-là. Et donc, ils ne vont jamais vouloir que cela finisse. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut régler le problème sur, je ne sais pas, aller du côté supranational. Il faut aller au-delà du Mali, réunir tous les États, que tous les États africains puissent se réunir et qu'ils soient sincères envers eux-mêmes, qui veulent vraiment combattre le terrorisme. Et je pense qu'ils y arrivent. Il y a le G5 et la France, qui seront peut-être... Non, le G5, laisse-les. La France qui est au Mali pour aider les Maliens, mais avec tout ce qu'il a comme logistique, incapable de combattre des radars, des drones. C'est là où je me pose la question. La surveillance totale du territoire. Toujours sur le mais ça ne revient pas. D'accord, on va marquer la pause et on revient juste après.